Bonjour les loulous, vive la France, vive l'Alsace, vive les Français. Plusieurs points comme d'habitude en pré-introduction. Premier point donc, tout enseignant, tout parent le sait, nous vivons dans un monde où les classes ferment de plus en plus, se retrouvent surchargées et notamment avec des élèves qui n'ont, disons-le, j'en ai déjà parlé, n'ont rien à faire dans des classes normales pour le bien de tous, à commencer par ces élèves-là eux-mêmes. Donc, quel drôle de calcul que ces fermetures de classe, quel pari à la con sur l'avenir que se dire on va faire des économies en produisant des élèves de plus en plus médiocres, puisque forcément c'est ce qui arrive lorsque l'on n'a plus de moyens. Les moyens ne sont évidemment pas le seul point à travailler, j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers dans les 34 premiers épisodes, mais tout de même, il faut bien reconnaître que dans une classe à 30 avec tous les profils d'élèves mélangés, ça devient compliqué, surtout, encore une fois j'en ai parlé, lorsque la formation des enseignants est de plus en plus mauvaise, disons-le comme cela. Deuxième petit point, rappelons très justement avec Idriss Aberkan que la désinformation journalistique est un crime et que certains journalistes, suite à la période vichiste, ont été mis à mort en 1945 pour avoir désinformé, pour ne pas avoir tenu la population au courant, etc. Enchaînons parmi les petits rappels nécessaires. J'avais également déjà parlé des différents biais. Parlons ou reparlons de l'expérience de conformité de H. Vous savez peut-être, c'est une expérience dans laquelle des gens se retrouvent dans une pièce. Ils sont face à trois lignes de trois tailles différentes. On leur en présente une quatrième et on leur demande quelle est parmi les trois qu'on leur a présentées auparavant, les trois lignes qu'on leur a présentées auparavant, quelle est laquelle qui fait la même taille que la quatrième. Et il est évident, enfin la réponse est évidente, et pourtant lorsqu'il y a des complices auprès de ceux-là qui disent non, 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 c'est pas du tout celle-là, c'est celle-là, il y a du coup 14%, soit plus d'une personne sur 10, qui changent leur réponse pour se conformer au groupe, lorsqu'il n'y a qu'une seule personne, un seul complice qui leur fait changer d'avis. Et ce taux de conformisme peut s'élever à 32% pour peu que l'avis contradictoire émane de plus de 3 personnes. Et 32%, je vous signale que c'est quasiment une personne sur 3. Donc une personne sur 3 qui est prête à revoir son jugement qui paraît pourtant évident pour peu que le reste du groupe lui fasse un petit peu peur. Quels sont les points que l'on peut tirer de cela? Selon plusieurs auteurs, le conformisme peut varier selon la culture. Et évidemment, dans les cultures collectivistes, et forcément, puisque vous risquez rien de moins que votre vie si vous ne changez pas d'avis, vous allez forcément être poussé à changer d'avis. Enfin, Igli et Carly, deux scientifiques, ont mis en avant que les femmes avaient légèrement tendance à se conformer davantage que les hommes. Étonnamment, Wikipédia ne donne pas le chiffre de ce légèrement tendance. J'aimerais bien avoir un pourcentage. Oh bah merde alors, les femmes. Pourtant, elles sont plus diplômées. Ah, t'es trompé. Pareil, expérience de 1000 grammes que j'ai même reproduite avec mes élèves et qui a été absolument terrible. Ça m'en a même mis les larmes aux yeux. Bref, donc, dans ma classe, on était à 100% d'élèves soumis à l'autorité, ce qui est fort triste. J'ai fait peut-être un petit peu trop bien mon travail de soldat en classe. Donc là, certainement des choses à revoir à mon niveau également. Dans l'expérience de 1000 grammes, c'est cette fois-ci près des 2 tiers, 62,5% des participants à l'enquête qui sont prêts à tuer parce qu'ils sont soumis à l'autorité, qui envoient 3 fois une décharge que le scientifique leur a dit comme potentiellement létale pour la personne à laquelle il l'inflige. Tout ça pour une erreur
que la personne aurait commises. Évidemment, la personne est un acteur, bien évidemment, mais si cela ne vous rappelle pas notre chère période du quorum dont on ne rappellera jamais assez l'importance de ne point l'oublier, c'est qu'il y a un problème si ça ne vous rappelle pas cette période. Pour détruire une civilisation, on détruit sa mémoire, les fumeux rebelles qui obéissent à l'agenda politique participent à votre zombification, à votre perte de repères, à l'inversion des valeurs globales. Nous sommes en pleine réécriture historique de ce qui est le plus important, c'est-à-dire la nature, et nous banalisons le mensonge d'État. Je vous renvoie toujours à 1984 et Fahrenheit 451 comme les deux ouvrages à lire plus que jamais. Les anticomplotistes bêtes et méchants, pas moins que les complotistes de la Terre plate finalement, ces moutons qui bêlent ce qu'on leur demande de bêler avec la bêtise ultime de se croire divergents, sont finalement des poupées de chiffon qu'il faut ragdoll comme on dit en MMA, puisque j'enregistre cet épisode à 48 heures d'un combat qui s'annonce ma foi fort tendu entre Sean Strickland et Chimaev, j'ai oublié son prénom, mes excuses. Nous reparlons aujourd'hui des deux ouvrages de David Goggins pour une vie meilleure vécue à son plein potentiel, et contrairement à l'accoutumée où j'essaye de faire des résumés globaux pour tirer des ouvrages ce que j'en ai pensé, cette fois-ci je vais vraiment faire un déroulé. J'ai relu les deux ouvrages, enfin j'ai relu le premier ouvrage qui s'appelle Plus rien ne pourra me blesser, et j'ai lu par contre pour la première fois le second ouvrage de David Goggins, Ne cède jamais, et donc cette fois-ci je vous fais un résumé plus ou moins dans l'ordre des deux ouvrages, puisque je les ai trouvés particulièrement intéressants et je n'avais pas particulièrement envie de réfléchir à une synthèse et de passer un temps fou à les synthétiser. J'ai trouvé plus intéressant de revenir dessus. À savoir, avant que je démarre, j'ai passé mon marathon de Paris à écouter le podcast de 3 heures. Il en a fait 3 avec Joe Rogan. Je ne sais plus lequel dure 3 heures. Il me semble que c'était soit le premier, soit le dernier. Je trouve celui du milieu un peu moins intéressant finalement. Ils ont été très, très rapprochés dans le temps, le premier et le deuxième. Ce qui fait que selon moi, le deuxième, encore une fois, est un peu moins intéressant. Mais le deuxième n'étant pas le second, il y en a eu un troisième qui lui est, ma foi, très fort intéressant. Nous sommes partis. Quelques petites notes en vrac prises justement dans ces podcasts. Les haters, pour utiliser un anglicisme, ne sont jamais des gens meilleurs que vous, mais des crabes. On reprend encore une fois l'image si juste du Raptor. Je ne sais pas si le Raptor le tient du podcast de Joe Rogan ou si Joe Rogan le tient du podcast du Raptor, ce qui serait vraiment très rigolo. Mais je ne pense pas. Mais donc, vous avez tous cette image du panier de crabes avec le crabe qui est presque sur le point de réussir à s'extirper du seau. Et paf, le salopio de crabe qui est resté au fond du seau utilise sa saleté de pince pour le ramener au fond du seau pour ne surtout pas qu'il s'élève vers la lumière. Et justement, parlant de lumière, on ne trouve pas de réponse dans la lumière. Ce n'est qu'après l'effort que la vie est meilleure. Vous ne savourez jamais mieux votre soda pour ceux qui en boivent, votre bière pour ceux qui en boivent, je ne bois ni l'un ni l'autre, bien entendu, qu'après vous être donné, puisque déjà au moins, même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus sain pour votre santé, c'est un peu plus mérité après avoir fourni un effort. En tout cas, vous devez apprendre toujours, et vous pouvez me détester, vous pouvez détester David Goggins, on s'en fout, il s'en fout, devenez meilleur et sain, voilà le plus important. Et enfin, dernière citation tirée de ces podcasts qui me parle, il faut être toujours prêt, c'est très bien de participer à un marathon, de suivre l'entraînement pour cela, mais si c'est pour s'en servir pour dire « Ah non, je prépare un marathon, je ne peux pas aller courir » ou « J'ai couru un marathon, il y a 72 heures, je suis en récupération, je ne peux plus courir », ce n'est pas très intéressant pour ce que nous souhaitons être, c'est-à-dire des soldats dans la vie de tous les jours qui sont capables de prendre les armes, le stylo bien entendu, à tout moment. Allez, nous sommes partis. Plus rien ne pourra me blesser. Abandonnez donc votre mentalité de victime
pour toujours accepter votre responsabilité, maîtrisez tous les aspects de votre vie, bâtissez des fondations solides. Le but n'est pas que vous vous sentiez mieux, mais que vous deveniez meilleur afin d'avoir un meilleur impact sur le monde. Ne vous arrêtez pas lorsque vous serez fatigué, arrêtez-vous lorsque vous aurez fini. Voilà la vie dont vous êtes le héros. Pour reprendre le titre d'ouvrage que j'adorais étant préadolescent. Le déni constitue l'ultime zone de confort. Nous sommes aujourd'hui accros au confort dans une mentalité de victime permanente, inconscient de notre véritable potentiel. Allons plutôt avec David Goggins à la rencontre de la douleur, tombons amoureux de la souffrance, reconsidérons-nous responsables de nos actes, réapprenons à surmonter la douleur, à aimer ce que l'on redoute, à apprécier même nos échecs à leur juste valeur, nous permettant ainsi de progresser afin de réussir plus tard. Quelques outils sont proposés tout au long de l'ouvrage pour prendre sa vie en main ou reprendre sa vie en main. Premier outil d'entre eux, le miroir des responsabilités. Sur votre miroir dans votre salle de bain, collez des post-it avec quelques-unes de vos réussites passées pour vous motiver, vos objectifs pour plus tard et quelles responsabilités avez-vous par rapport à cela. Utilisez des post-it de toutes les couleurs, évidemment, bien sûr. Vous êtes seul responsable des objectifs que vous vous fixez. Le changement n'a rien de facile. Hein, le changement, c'est maintenant. Tiens, c'est marrant, parallèle. Si vous êtes obèse, arrêtons d'avoir peur des mots et de nous voiler la face sous prétexte fallacieux, mensonger de bienveillance. C'est comme le feu rouge dont j'avais déjà parlé. Oui, le feu était rouge pour la voiture, il était vert pour toi, mais t'es mort parce que t'as pas regardé. C'est ballot. Ou tu es tétraplégique. Mais oui, t'avais raison, c'est vrai, c'est super. Le monde a été gentil avec toi lorsque tu étais obèse, mais tu en es mort. Bon, c'est vraiment pas de chance. N'aurais-tu pas préféré finalement un monde plus dur avec toi, mais qui souhaitait réellement et sincèrement t'aider? Il faut vraiment faire quelque chose lorsque vous êtes en surpoids. Je rappelle, je l'ai dit au dernier épisode, 46% de la population française, des adultes français, sont à minima en surpoids. Et face à cela, il faut réellement faire quelque chose car ce n'est pas bon du tout pour votre santé. Discutez ce fait autant que vous le souhaitez, ça n'en reste pas moins un fait et vous ne pourrez pas mentir à vos organes indéfiniment ni à votre nature humaine, moins encore ce que pourtant certains font en détruisant cette même nature humaine. Mais cela leur revient bien souvent dans la gueule, ce n'est pas pour rien que ce sont eux qui ont les plus grands taux de suicide, d'anxiété, que sais-je encore, toujours sous prétexte de fausse bienveillance fallacieuse. J'aime bien ce mot. Ce monde est fou, pas le monde, mais ceux qui l'habitent finalement. Il se ment en permanence et pour cela, au moins en partie, il souffre de problèmes majeurs. Les gens sont leurs propres freins. Ils abandonnent plutôt que de chercher à s'endurcir. Parlons un peu de mon expérience personnelle, parce que oui, il faut quand même que je sorte un petit peu des bouquins, sinon ce n'est pas intéressant. Entre 25 et 29 ans, disons, j'ai traversé une période un peu dégueulasse professionnellement et personnellement. J'ai arrêté le sport. Au boulot, c'était pas top, on va le dire comme ça, je ne vais pas m'étendre. J'ai décidé un jour, pour une raison à la con, de me reprendre en main. Je vous la fais très courte. J'ai toujours été sportif auparavant et lorsque je vais changer ma taille pour ne pas donner trop d'indices sur mon identité, mais disons que je fais 1m90, ce n'est pas le cas malheureusement. Je fais donc 1m90 et lorsque mon poids est passé à 91 kg, je me suis dit oula, faut arrêter de déconner et reprendre ma vie en main. Ah, en fait non. On fait 1m75 et lorsque le poids est passé à 76 kg, j'ai dit t'es trompé, va falloir s'y remettre. Donc, j'ai décidé pour cette raison-là de me reprendre en main malgré les douleurs au dos qui me servaient d'excuse. Et finalement, je n'ai jamais été aussi bien que depuis cette reprise d'une sport et d'une certaine discipline qui est très rapidement allée avec, discipline y compris intellectuelle. Et bizarrement, c'est aujourd'hui où je n'ai jamais fait autant de sport qu'actuellement, que je n'ai plus de problèmes de dos, que les petites douleurs qui peuvent apparaître lorsque l'on fait beaucoup de sport, eh bien justement, j'apprends à les gérer avec intelligence et mesure, ce qui permet d'allier le corps et l'esprit comme toujours,
et l'apprentissage, puisque voilà, j'apprends comment gérer les petites blessures qui peuvent t'arriver et qui ne m'empêchent pas de m'entraîner. Il faut apprendre à transformer la négativité, et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui. Avantage à ne pas avoir d'audience finalement, je n'ai pas affaire à des trolls ni au harcèlement. Oui, j'enrage en 2 mots, J' enrage en un seul mot, et j'enrage en 3 mots. Contre le masculinisme, contre les gens qui prennent leur santé en main, etc. Cette négativité, utilisez-la plutôt comme carburant pour avancer. C'est du carburant gratos, ce qui est fort appréciable aujourd'hui, n'est-il pas? Il faut s'épanouir dans l'inconfort, vivre avec un objectif change tout. Une technique d'apprentissage par mémorisation dont je parlais déjà au tout premier épisode, souvenez-vous. Faire des cartes mémoire non pas avec du stabilo, mais en mettant d'un côté du post-it une question et de l'autre la réponse associée. Voilà une très bonne méthode d'apprentissage. Le respect de soi éclairera toujours la voie à suivre. Demandez-vous qui vous respecte, notamment si vous avez un patron, ou que sais-je encore, qui n'aurait aucun respect pour vous, et j'en suis navré. Quel que soit votre objectif, tenez-vous pour responsable des étapes à franchir pour y parvenir plutôt que de rejeter la faute sur les autres. Le développement personnel, le vrai, implique un engagement et de la discipline. Sortez de votre zone de confort de manière régulière, notez ce que vous n'aimez pas faire, ce qui vous met mal à l'aise. Voilà ce qui a le plus de chances d'être bénéfique pour vous. Le matin, mangez la grenouille, hit the frog. Forcez-vous à faire une chose que vous n'aimez pas tous les jours. Cela peut être une chose simple, s'entraîner à prendre la parole en public, faire son lit tous les matins, la vaisselle le matin, un petit challenge de pompe, je suis en plein dedans actuellement, j'ai démarré il y a 20 jours tout pile, un challenge où j'ai commencé à 100 pompes dans la journée et depuis je n'ai pas raté un jour, j'augmente de 10 pompes par jour et donc si vous êtes fort en calcul, j'ai terminé aujourd'hui ma journée à 300 pompes et on va aller comme ça jusqu'à 500 pompes aux alentours de fin mai. Bref, je vous raconte ma vie. Aller courir alors que l'on n'aime pas ça, nager alors que l'on n'aime pas ça, on choisit beaucoup trop souvent de se concentrer sur nos forces plutôt que sur nos faiblesses. Tout dans la vie est un jeu de l'esprit, même les plus grands drames et même les plus mauvaises choses ont une fin. Je corrige mes fautes d'inattention au passage. Prendre les âmes, taking souls, cela permet d'accéder à une nouvelle réserve d'énergie, un second souffle. Et oui, c'est peut-être pas très gentil que de faire comme David Goggins, c'est-à-dire se nourrir de la défaite, de l'abandon des autres pour gagner de son côté en énergie. Oui, c'est peut-être pas très gentil, c'est vrai. Il faut être prêt à partir à la guerre en étant préparé et ainsi établir la liste de ses propres insécurités et faiblesses ainsi que celle de l'adversaire. Si vous êtes harcelé, apprenez à en rire, cela désarçonne. Les harceleurs, il faut aussi apprendre à leur attacher moins d'importance, ce qui les prive de leur pouvoir sur vous. Sachez enfin que les harceleurs sont souvent eux-mêmes des gens qui ont soit des problèmes, soit été harcelés intérieurement. Je ne vais peut-être pas vous faire le coup de Naruto qui parvient à oublier toutes les souffrances que lui a subies à cause de la méchanceté des autres. Pour briser ce cycle infernal du harcèlement réel, il faut de sacrés coronesses pour être Naruto si on étudie un peu le bonhomme. Apprenez à sourire tout de même devant la souffrance, cela permet de trouver le second souffle et de sécréter des endorphines. Atteignez l'excellence, cessons d'avoir peur des mots et notamment du mot élitisme. Comme sur une barre d'haltère où, avec le temps, vos mains vont s'endurcir et développer de la cale, vous pouvez faire de même avec votre esprit. Les expériences de la vie, surtout négatives, aident à endurcir votre mental. Faire les choses quand il faut les faire, surtout quand on n'en a pas envie, c'est là que vous allez progresser le plus au niveau mental. L'entraînement physique permet aussi de contrôler la formation des pensées, puisqu'en temps normal, il y a beaucoup trop de pensées qui traversent votre esprit à chaque heure qui passe. Avec l'entraînement physique intense, vous allez être obligé de baisser ce chiffre pour vous concentrer sur ce qui importe. La méditation et le yoga peuvent aussi vous aider, bien entendu. La prière également. Comme le disent les taoïstes, ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent rien du tout. Tout bon militaire le sait également. Il faut apprendre à être dépendant des autres et non chercher à tout prix l'indépendance.
et encore moins chercher à dominer pour vaincre. Si l'on doit vivre dans un monde brutal, alors il faut affronter froidement la vérité. Le seul moyen d'être sûr de l'échec, c'est d'abandonner ou de ne pas essayer. Faites-vous une image mentale de ce qui arriverait si vous arriviez au succès que vous espérez. Visualisez également les défis qui ne manqueront pas de survenir pour déterminer d'avance la meilleure manière de les surmonter lorsqu'ils vont se présenter à vous. Il faut être capable de répondre à quelques questions simples, quel que soit votre objectif. Pourquoi faites-vous cela? Qu'est-ce qui vous pousse vers cela? D'où proviennent les ténèbres que vous utilisez comme carburant pour avancer si vous avez un petit côté David Goggins? Qu'est-ce qui a rendu votre esprit endurci? Vous aurez besoin d'avoir les réponses à portée de main lorsque vous allez vous confronter à un mur de souffrance et de doute, ce qui arrivera. Pour le franchir, vous aurez besoin de canaliser votre côté obscur, de vous en nourrir et de vous appuyer sur un esprit endurci. La visualisation ne compensera pas, attention, le travail à accomplir. On ne peut visualiser un mensonge. Les stratégies utilisées sont efficaces puisque l'on fournit en plus les efforts nécessaires. Et alors, il faut programmer une dose quotidienne de souffrance dans son emploi du temps tous les jours, puisque votre cerveau ne connaît pas les vacances, ce qui exige une autodiscipline exemplaire, mais si on en est capable, on découvre alors une vie totalement différente au bout du tunnel de souffrance. Si nous sommes trop dans le confort, nous ne pourrons plus répondre aux questions susceptibles de survenir dans le feu de la bataille, parce que nous n'avons plus conscience qu'elles risquent de se poser. Dans la boîte à cookies, la fameuse, on met toutes ces victoires passées. Ce seront les petites étincelles auxquelles on pourra revenir dans les moments de doute et d'inconfort. Donc, vous pouvez noter même vos succès les plus modestes qui vont initier par la suite de grandes victoires. Elles seront vos allumes-feu. N'oubliez pas non plus la règle des 40%. Nous avons tous en réserve un potentiel de 60%. Le refus d'abandonner est le premier pas le plus difficile, mais aussi le plus gratifiant. On peut découper les objectifs petit bout par petit bout afin que cela paraisse plus facilement réalisable. Dans notre société ramollie, il faut partir en guerre contre soi-même. Et ensuite seulement vous pourrez faire la guerre aux autres, d'ailleurs. Une guerre noble et douce. Il faut beaucoup de volonté pour se pousser à fond lorsque l'on est seul. Mais c'est aussi par conséquent ce qui vous fera grandir le plus si vous parvenez à le faire. On ne s'élève pas au niveau de ses attentes, on tombe au niveau de son entraînement. C'est une citation de l'armée selon David Goggins. Il n'y a jamais de ligne d'arrivée dans la vie, puisque la seule ligne d'arrivée, c'est la mort, tout comme la mort sera le premier jour de votre vie, avec zéro stress. Je l'ai déjà dit. Il faut toujours chercher à aller un peu plus loin. Nous sommes devenus accros à la solution miracle et fortement hypocrite. Je vous renvoie à un épisode des Simpsons où l'on trouve la pilule magique contre le surpoids et tout le monde la prend parce que ils n'ont pas envie de fournir les efforts pour avoir un corps agréable à regarder, mais en revanche, si on leur propose la pilule magique, la redistribution à la salle de sport, n'est-ce pas? Là, ils acceptent tous de prendre la pilule, et même Marge, qui au début dit qu'elle accepte Homer comme il est, finalement se laisse tenter, et c'est normal. Pareil, dans l'un des podcasts entre Joe Rogan et David Goggins, ils font également le parallèle que dans notre société où on nous demande de s'accepter avec le corps que l'on a, même lorsque l'on est en surpoids, voire lorsque l'on est absolument obèse et en obésité morbide, dans morbide il y a vous risquez de mourir, et bien même dans cette société qui ose traiter ceux qui aimeraient pousser ces gens-là à se reprendre en main de grossophobes, eh bien ils le disent très justement tous les deux. Tout le monde prendrait cette pilule-là si elle existait. Je ne sais pas si c'est le podcast qui est sorti le premier ou si c'est l'épisode des Simpsons. Bref, analysez votre emploi du temps, débarrassez-vous des activités inutiles et chronophages, supprimez et surveillez vos mauvaises habitudes. Vous avez bien entendu le droit, voire même le devoir de garder des filets de sécurité.
Il faut savoir se reposer, garder un jour de repos complet par semaine, ce qui idéalement signifie un jour sans téléphone et sans ordinateur, pour avoir un réel repos. Soyez prêts en tout temps à affronter les épreuves de la vie qui pourraient vous tomber sur le coin de la tronche. Soyez toujours prêts à vous adapter, c'est la définition de l'intelligence. La vie est le sport d'ultra-endurance le plus épuisant de tous. Une partie du serment des Rangers que j'ai grandement apprécié, cité donc par David Goggins et traduit bien entendu. Je n'abandonnerai jamais mes camarades, je serai toujours mentalement alerte, physiquement puissant, moralement droit et je ferai toujours plus que ma part du travail, quel qu'il soit, à 100% et plus encore. Avec courage, je prouverai au monde que je suis un soldat surentraîné et choisi pour mes capacités. Mon respect envers les officiers supérieurs, mon port parfait de l'uniforme et le soin apporté à mon équipement seront un exemple pour les autres. Je combattrai avec ferveur mes ennemis. Je les vaincrai sur le champ de bataille car je suis mieux entraîné et je me battrai de toutes mes forces. Le vrai leader, c'est celui qui encaisse la fatigue, qui déteste l'arrogance et ne méprise pas le maillon le plus fragile. C'est là que l'on voit une évolution dans la mentalité, dans la psyché, si je puis dire, de David Goggins qu'on va voir encore plus dans le second ouvrage. Il se bat pour ses hommes, le leader, et dirige par l'exemple. Plutôt que de s'énerver à l'idée que vos collègues sont incapables de suivre votre rythme, aidez-les à se relever et emmenez-les avec vous. En cas d'échec, il est important de faire également une liste de ce que l'on a bien fait et ensuite seulement de faire la liste des choses à améliorer pour la prochaine tentative. Nous arrivons donc au deuxième ouvrage, Ne cède jamais. Sorti récemment, je ne veux pas dire de bêtises, 2023 me semble-t-il. Il faut toujours lutter en boostant sa résistance, explorer des territoires inconnus et redéfinir le champ des possibles. La progression ne peut se faire que par la répétition. Cela n'est pas facile, ni mentalement ni physiquement. Toujours. Vous passerez par des évolutions et même par des échecs, mais il ne faut pas céder. Le vrai travail ne se voit pas. Parlons donc d'amélioration de soi. Nous devrions toujours chercher à nous perfectionner. Un homme, un humain qui se respecte, accepte les responsabilités de ce qu'il fait, plus encore lorsque les choses tournent mal. La tragédie nous guette tous et si on laisse faire le moindre événement, nous fera souffrir plus longtemps qu'il ne le devrait. Notre tragédie, nos tragédies, nous permet ou nous permettent de nous positionner sur une courbe d'indulgence. Elle légitime notre paresse et notre faiblesse d'esprit. Il faut cesser d'espérer que nos bourreaux cessent d'être nos bourreaux et viennent s'excuser du mal qu'ils nous ont affligé. Ceux qui restent coincés dans le passé, qui ressassent toujours la même tragédie sans amorcer le moindre progrès, n'iront jamais loin. Il faut ignorer ce qui est contre-productif, notamment ce sur quoi nous n'avons aucune emprise. Je vous le répète épisode après épisode. Goggins se plaît à se faire appeler sauvage, pour lui c'est le plus beau des compliments. Un sauvage, c'est un individu qui défie les probabilités, qui a une volonté inébranlable et qui lorsqu'il est à terre se relève toujours. Rien ne se perd, tout se transforme, servez-vous des émotions même négatives comme énergie. On peut exploiter la peur ou la haine ou la colère que l'on ressent comme carburant. La façon dont nous nous parlons à nous-mêmes dans les moments de doute est cruciale, car nos paroles se transforment en actes et nos actes créent des habitudes. On peut s'entraîner à enregistrer son monologue intérieur dès le réveil pour voir à quel point il est optimiste et efficace, se le répéter jour après jour et le travailler, le retravailler. L'esprit se ramollit bien avant le corps, d'où l'importance de l'entretenir avec attention lui aussi. Un vrai sauvage est capable de reprendre ses esprits rapidement, même lorsqu'il fait face à une haute tension et lorsqu'il est dans le rouge. Il faut alors être capable de prendre des décisions dans la seconde, et justement profiter d'une seconde pour prendre 2 inspirations et être capable de prendre la décision qui est la meilleure après cette mini-pause. Chaque expérience sur Terre, même, voire surtout, une expérience mauvaise a une durée définie et ne durera donc pas éternellement. D'où l'intérêt de ne pas se focaliser dessus entièrement, de ne pas s'y appesantir. Abandonner n'est pas toujours une mauvaise décision. Il faut parfois savoir battre en retraite pour
pourquoi pas revenir plus fort. Il faut toutefois s'assurer que c'est une décision consciente et non pas une réaction prise, parce qu'on est temporairement dans le dur et dans le doute. Le respect se gagne chaque jour en se levant tôt, en se lançant de nouveaux défis, en exhumant de vieux cauchemars, en serrant les dents comme si on ne possédait rien et qu'on n'avait jamais rien foutu de sa foutue vie, comme dirait David Goggins. Les plus motivés font profil bas et travaillent d'arrache-pied. Ils ont entraîné leur esprit à s'accrocher dans les moments difficiles. Ils savent ce qu'est un faux sommet, le moment où l'on croit que les épreuves sont terminées, mais où on a finalement simplement gagné une petite pause avant d'attaquer une descente tranquille. Attention, en trail, les descentes ne sont pas toujours tranquilles. Attention aux racines. Mais derrière, ça va remonter, et parfois plus sec et plus dur que jamais. Tout est une occasion d'apprendre, de s'adapter, d'évoluer. Le sauvage n'est pas toujours exemple d'équilibre et d'harmonie comme je peux le prêcher la plupart du temps. Mais cela, justement, pendant un temps seulement. Il va chercher une nouvelle homéostasie, un équilibre nouveau qui sera plus haut. Le sauvage n'est pas une bête sociale adepte des after-work. La destruction, même lorsqu'elle fait mal, même lorsqu'elle s'attaque à des choses que l'on aime, est toujours l'occasion d'une création, pourquoi pas plus belle que ce qui existait auparavant. Dans les situations vraiment dégueulasses, il faut savoir marquer un temps d'arrêt, savoir arrêter la chute avant de toucher le fond. On en sort parfois cabossé, mais avec de la détermination et beaucoup d'efforts, on pourra guérir et reprendre le contrôle de sa vie. Il faut absolument préparer les jeunes au monde tel qu'il est. Et le monde, il n'est pas toujours beau, il n'est pas toujours gentil. Il n'est pas toujours confortable ni facile. Il faut donc retrouver des professeurs exigeants. Voilà ce dont les jeunes ont besoin. Notre société est devenue beaucoup trop molle, et cela nuit, et pas seulement aux enfants. Nous sommes dans la culture de la facilité, prêts à nous indigner à tout moment de la méchanceté du monde, mais jamais, ou trop peu, à nous bouger le cul. On justifie bien trop souvent les bêtises des jeunes par des phrases d'adultes qui ne veulent pas assumer cette jeunesse en perdition, avec des phrases du type « ce n'est qu'un adolescent, elle est encore à l'université, quel sera donc le bon moment pour commencer à ne plus être une sombre merde ?» Est-ce que les adolescents qui peuplent ce monde sont eux aussi encore trop jeunes pour l'affronter tel qu'il est? Et pourtant, ils ont le droit de vote, sans pondérance, au même titre que vous, sans présence d'un barème. La discipline l'emporte sur tout le reste. Contrairement à ce que David Goggins se dit dans son livre, pour le coup, la discipline ne modifie pas réellement votre ADN. En revanche, d'un point de vue épigénétique, elle est effectivement extrêmement importante, cruciale, et elle aura un impact sur l'ensemble des générations qui vous suivront. La discipline développe l'endurance mentale comme l'endurance musculaire. Cessez de vouloir que tout soit agréable, voire même, forcez-vous, on en a déjà parlé, à accomplir des tâches désagréables. Vos problèmes et votre passé ne concernent que vous. Soyons honnêtes, tout le monde s'en branle. Une fois passé, l'empathie de vos proches qui vous mettra un peu de pommade, pas forcément bénéfique. Moins je passe de temps à m'apitoyer sur mon sort, plus je deviens fort et plus je creuse l'écart. Ceux qui apprennent à s'adapter survivent et évoluent. Ne vous apitoyez donc pas sur votre sort. Jouez plutôt stratégique, affrontez vos problèmes. On ne peut pas progresser si l'on est trop plein d'amertume et si l'on prend tout pour acquis. Il faut rester sûr de soi, quoi qu'en pensent les autres. Ceux qui ne font rien, les crabes. Ceux qui s'apitoient sur leur sort sont obsédés par leurs propres problèmes et par leur propre sort. Évoluer en permanence n'est possible que lorsque l'on est prêt à faire preuve d'humilité. Devenez donc un guerrier capable de s'épanouir dans l'adversité. Dans toute situation, 3 conditions essentielles. La première, une bonne perception de la situation. Circonscrire la situation, la définir avec précision. Ensuite, une vision à 360 degrés de la situation qui vous attend pour avoir une vue d'ensemble, the big picture, comme disent encore une fois les Américains. Examiner les angles morts, comme dirait cette fois un grand philosophe pratiquant de MMA. Enfin, il y a la projection dans cette situation en imaginant l'ensemble des scénarios possibles, positifs comme négatifs. La vie nous réserve ses meilleures leçons dans les moments de difficulté
et certainement pas lorsque tout va bien. Il faut, pour revenir à ce que je disais lors du premier épisode, avoir des motivations intrinsèques et pas uniquement extrinsèques. Pour ne prendre qu'un exemple, la médaille reçue à l'issue d'une course, et derrière, certains ne sont pas prêts de recourir. Et c'est bien dommage. Il serait d'ailleurs intéressant d'avoir des statistiques. J'en ai cherché, j'avais même posé la question à ChatGPT pour avoir une estimation du nombre de personnes qui faisaient les efforts nécessaires pour courir un marathon et qui derrière ne couraient plus jamais parce qu'ils ont été dégoûtés, parce que derrière ils ont eu une blessure, parce que derrière la récupération a été un petit peu dure et du coup ils n'en ont plus jamais fait. Donc ChatGPT, je n'ai pas cherché pendant des heures et des heures, m'a dit qu'il n'y a pas d'études. En même temps, ça doit être très compliqué à mener ce genre d'études. Pour avoir un chiffre exact du pourcentage de marathoniens, de primo-marathoniens qui n'ont plus jamais recouru une compétition après. Peut-être qu'il y en a qui simplement voulaient faire un marathon une fois et qui après passent à autre chose mais restent compétitifs et simplement n'aiment pas trop ces événements-là, etc. Bref, mais c'est bien dommage de ne pas garder ce genre d'objectif. Et on ne court pas du coup seulement pour la médaille. La discipline est toujours la plus importante. La motivation extrinsèque peut être plutôt d'avoir une santé de fer et de la préserver aussi longtemps que durera votre vie. C'est plus intéressant que la médaille reçue à l'instant T, qui n'est pas à jeter non plus, ce n'est pas du tout ce que je dis. Attention à l'entourage. Si vous êtes mal entouré, vous risquez de perdre votre énergie et d'être empêché d'avancer. Ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui vous secoue et non pas quelqu'un qui vous cajole, même si sur le moment, vous pensez que ça vous fait du bien. Qu'est-ce qui est plus contagieux qu'une bonne attitude? Une mauvaise attitude, mon gars! Quoi que la vie lui réserve, Goggins répond par un bien reçu. Roger that. Cela permet au cerveau de ne pas trop analyser et de stimuler l'action, puisque parfois, l'ennemi, c'est la réflexion, surtout lorsqu'elle est trop longue et qu'elle coupe l'action. N'oubliez pas de sourire dans les difficultés, répondez donc bien reçu. Le sourire rappellera que lorsque vous êtes acculé, c'est là que vous êtes le plus dangereux. Voilà comment réagir à un coup dur. Voilà la meilleure façon d'affronter l'adversité et d'en sortir indemne. À chaque coup dur, un objectif qui permet de rester concentré sur la tâche. L'objectif ne doit pas être facile, il doit être audacieux et atteignable, c'est-à-dire respecter la règle SMART. SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Quel que soit le projet, on se prépare aux situations, on imagine même le pire, histoire d'y être préparé. Il faut toutefois rester positif en cas de mauvaise journée, plutôt que de se coucher tôt pour tout oublier, faire quelque chose de positif. Tenez un carnet d'entraînement, la guérison de l'obésité, de la dépression, d'une addiction, de l'anxiété doit venir de nous avant tout. Pardon, j'ai failli vous roter à la tronche. Mes excuses. Doit venir avant nous, de nous avant tout, pardon, maintenant je dis n'importe quoi. De nos efforts, nous devons nous investir davantage et prendre en main notre guérison. Contrairement à ce que l'on entend beaucoup trop, il faut affronter et le plus vite possible ces différentes phobies. C'est un sujet qui me tient à cœur avec le chien notamment, enfin avec le monde du chien notamment, et les gens qui prennent comme excuse, prétexte comme excuse avec un chien à 50 mètres d'eux, oh là là j'ai peur des chiens, faites quelque chose, retirez-le de moi. Ben non, il est à 50 mètres de vous, non, calme-toi ou va-t'en. Trop facile de remettre ça sur le dos d'une soi-disant phobie, quand en plus les vraies phobies, c'est une chose. Généralement, c'est plutôt je n'aime pas trop ça, donc j'appelle ça une phobie. Moi, j'ai la phobie des cons et pourtant je fais avec. Je fais même un métier où j'en croise tous les jours. Il est plus facile de suivre quelqu'un que de tracer sa propre voie. Ce n'est pas forcément négatif, puisque si l'objectif est de faire société, il faut bien que certains suivent des leaders, à condition que les leaders soient sains. Avec un T, ce serait encore mieux. Mais aujourd'hui, beaucoup trop de gens parlent trop et agissent peu. Les leaders ne sont pas ceux qui font le plus de bruit, mais parfois ce sont ceux qui travaillent d'arrache-pied dans l'ombre. Être un leader pour soi-même, un self-leader, et oui, vous êtes dans les anglicismes aujourd'hui, c'est vouloir être la meilleure version de soi-même.
se préparer à un examen par exemple, avant même d'avoir démarré officiellement les cours. Ces gens-là vivent pour quelque chose de plus grand qu'eux. Ainsi leur vie vibre et rayonne d'une énergie que les autres peuvent ressentir. Cela peut alors déclencher une réaction en chaîne sur les autres. Il faut donc donner l'exemple par l'action plutôt que par la parole. Voilà la forme la plus puissante de leadership. La meilleure façon de diriger un groupe, c'est de montrer l'exemple, au travers de son dévouement, de ses efforts, de ses performances et de ses résultats. Il est important de s'intéresser à l'histoire, l'éthique et les principes de l'endroit où l'on souhaite inscrire son avenir pour avoir une motivation infinie chaque jour. Il faut tenter, même si cela est dur dans notre monde qui va vite, de ne pas se lasser des idéaux du lieu où l'on souhaite donner son temps, son attention, son énergie. Il faut chaque jour se rappeler à quel point les idéaux sont beaux et s'ils ne le sont pas, ou s'ils n'ont pas été rédigés clairement, il faut rédiger son propre serment à soi-même et le relire chaque jour. Avoir des principes, c'est avoir une base solide à laquelle se référer pour redéfinir son champ des possibles et également connaître ses lignes rouges lorsqu'elles vont vous être présentées et qu'il faudra faire des choix durs. Les guerriers ne se cherchent pas d'excuses, ils choisissent leur propre mission et payent le prix fort pour cela. Être un leader, c'est enfin être capable et c'est sans doute le plus dur de rendre tout le monde meilleur. C'est là que l'on voit, je l'ai dit, l'évolution de David Goggins entre les deux livres. Quel que soit le travail ou la situation, certaines peurs, certaines phobies doivent être surmontées sans attendre, sinon elles ne vont faire qu'empirer. Et parvenir à les surmonter sera la preuve d'une force mentale, parfois physique, immense. Dans la vie, on n'est pas bon tout le temps. Mais lorsque l'on baisse la tête, on envoie un message à notre cerveau, lui disant que l'on ne peut pas faire mieux. Il devient alors toujours plus dur de parvenir à se concentrer et de réussir. Le courage, c'est de persévérer même face aux difficultés, aussi grandes soient-elles. Il faut bien que quelqu'un ou quelques-uns, aujourd'hui plus que jamais, pour faire preuve d'excellence, pour faire preuve d'excellence, afin de parvenir à mener ceux qui l'entourent à penser différemment et sainement. La voie de la réussite est rarement une ligne droite. La première étape d'un changement, c'est de retravailler sa foi, et en partie au moins la foi en soi. La foi en Dieu peut, voire doit, bien entendu, aider puisque lui, plus que tout autre, croit en vous, lui avec un L majuscule, bien entendu. Le plus grand courage, c'est le courage de la tentative. Échouer a peu d'importance et sera peut-être temporaire, vous aurez en tout cas progressé. La seule chose qui limite nos horizons, c'est nous-mêmes. Je termine en développant un tout petit peu une citation qui m'a marqué particulièrement parmi toutes les autres. En paix mais jamais satisfait, cette formule semble paradoxale au premier regard, mais elle articule deux exigences complémentaires, accepter le réel et tendre vers le dépassement de soi. Être en paix, ce n'est pas se résigner ni fermer les yeux sur les drames du monde, mais c'est reconnaître lucidement les injustices, les épreuves, les limites, mais que l'on ne peut pas contrôler, donc ne pas s'en faire des cheveux, comme on dit. Cette paix-là est une stabilité intérieure, une assise qui permettra d'agir par la suite. Elle permet de ne pas être emporté par la colère, le découragement, la fatalité. Elle offre la clarté nécessaire pour agir justement avec justesse. Sans cette paix, l'action devient agitation, réaction impulsive ou fuite en avant. Mais cette paix ne doit jamais devenir complaisance, et c'est là qu'intervient la deuxième partie de la citation, ne jamais être satisfait, non pas dans le sens d'une insatisfaction chronique ou d'un mépris de soi, au contraire, mais comme une exigence lucide, ne pas se contenter du minimum, ne pas s'endormir dans le confort ou les excuses. On se demande, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Dans quel domaine puis-je progresser ? Comment puis-je être utile ici et maintenant ? Et donc pas en allant râler sur les réseaux sur des choses qui se passent à l'autre bout du monde. N'est-il pas ? Ainsi, la tension entre paix et insatisfaction crée un équilibre fécond. La paix empêche de sombrer dans l'angoisse ou la haine du monde. L'insatisfaction empêche de sombrer dans l'inertie ou l'indifférence. Ensemble, elles orientent vers une action enracinée et exigeante. Dans cette perspective,
Il faut agir à son échelle. Il ne s'agit pas de vouloir sauver le monde dans son ensemble, une ambition souvent paralysante et déprimante, mais de se donner à fond là où l'on peut réellement agir. Dans son corps, en le disciplinant, en le renforçant, dans son esprit, en cultivant la rigueur, la lucidité, dans son intellect, en se formant aux lois naturelles du monde, dans ses relations en étant présent, fiable et engagé dans son environnement proche, en contribuant concrètement au niveau local. Cette vision refuse le cynisme, tout est pourri donc à quoi bon, et la naïveté, tout ira bien sans faire le moindre effort. Elle propose une voie plus exigeante à l'image de David Goggins, accepter le monde tel qu'il est, sans jamais renoncer à l'améliorer à travers soi-même dans un premier temps, et par la suite à améliorer le cercle qui nous entoure pour trouver autre chose à dire que le local. Donc, en paix mais jamais satisfait, c'est être suffisamment apaisé pour ne pas fuir la réalité, mais suffisamment exigeant pour ne jamais cesser de la transformer, en commençant par sa propre réalité. Merci de m'avoir écouté les loulous, c'était le 35e épisode de l'émission Prof de droite. N'oubliez pas de faire partie de l'ensemble de la communauté éducative. Aimez-vous les uns les autres. À bientôt. Peace ball.